Bonjour à tous. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est La jeune fille au visage de pierre de Praline Gaïpara et de Nathalie Chou aux éditions Actes Sud Junior. Laissez-vous emporter et plonger dans un conte chilien étonnant. Autrefois, il y avait un village construit au pied d'une montagne. Dans ce village vivait un cacique qui avait une fille d'une grande beauté. Elle était aussi bonne que belle. Depuis la mort de sa mère, elle vivait tranquillement auprès de son père. Un jour, le cacique se rend à une grande fête à plusieurs lieues de chez lui. Il y rencontre une femme dont la beauté le séduit. Il décide de la prendre pour épouse. La jeune fille se méfie immédiatement de sa marâtre. Elle devine derrière ses belles manières son tempérament cruel et froid. La femme, elle, n'a que jalousie pour la petite qui rayonne de beauté. Elle la hait. Le père, quant à lui, espère que sa fille a trouvé une vraie mère. Quelque temps plus tard, la jeune fille tombe amoureuse du fils d'un cacique voisin et leur mariage est prévu pour bientôt. Les deux amoureux s'entendent à merveille et leur bonheur illumine leur visage. Les habitants du village disent à qui veut les entendre, « Ces deux-là ne connaîtront que le bonheur dans la vie. » Plus la date du mariage approche, plus la fille irradie de beauté et plus la jalousie de la marâtre la ronge. Elle fit mine de se réjouir, mais, de jour comme de nuit, elle échafaude des plans pour empêcher la noce. Une nuit, n'y tenant plus, elle se glisse hors du village sans être vue et va trouver une sorcière que tous les Indiens craignent, tant ses pouvoirs et sa connaissance sont vastes. La femme pose aux pieds de la sorcière de multiples cadeaux et lui demande « Toi qui es si sage, toi qui as la connaissance, je t'en supplie, aide-moi. Donne-moi quelque chose qui rende ma belle-fille si laide que plus personne ne voudra l'épouser. » La sorcière lui pose quelques questions au sujet de la jeune fille, sur sa manière de vivre, ses goûts, puis elle lui demande de revenir 4 jours plus tard. « Quand tu reviendras, je te donnerai ce qu'il te faut. Mais un sort comme celui-ci vaut de l'or. » La femme comprend que la vieille lui réclame davantage d'offrandes. Elle acquiesce à contre-cœur et regagne le village. Les jours suivants, la marâtre a du mal à cacher sa colère chaque fois que quelqu'un la félicite du mariage de sa fille. Seule l'idée des pouvoirs de la sorcière l'apaise. 4 jours plus tard, elle se précipite chez la vieille sorcière avec de nombreux cadeaux. Celle-ci lui tend une petite jarre en pierre remplie d'une crème épaisse et blanche. « Tu utiliseras cet onguent avec beaucoup de précaution car il contient le sort le plus puissant que je connaisse. Il transforme la peau humaine en pierre, aussi bien la tienne que la sienne. » La femme prend la jarre et rentre joyeusement chez elle. Elle attend la veille du mariage pour agir. La nuit qui précède la cérémonie, quand tout le monde est profondément endormi, la belle-mère se glisse furtivement dans la chambre de sa belle-fille et lui enduit le visage avec la crème ensorcelée. La jeune fille continue de dormir paisiblement. La belle-mère regagne sa chambre sans que nul ne la voie. Le lendemain matin, jour de la noce, l'agitation règne dans le village depuis l'aube. Les gens s'activent, les invités arrivent des villages les plus éloignés, on accueille en grande pompe les convives. La marâtre met ses plus beaux vêtements
et se pare de ses plus beaux atours, mais nul ne lui prête attention. Tous attendent l'arrivée de la mariée pour vérifier si sa beauté est à la hauteur de sa réputation. La jeune fille se réveille, s'habille et quand elle apparaît, un frisson d'horreur traverse la foule. Ses vêtements sont somptueux, mais son visage, qui éblouissait tant d'admirateurs, provoque une consternation générale. Il est lisse et dur comme la pierre. Elle ne comprend pas pourquoi tous détournent les yeux d'elle et s'enfuient terrifiés. Inquiète, elle s'adresse à son père. « Pourquoi me fuit-il ? Quel mal ai-je fait ?» Le cacique lui-même ne supporte pas la vue de sa fille, il baisse les yeux. « Père, explique-moi ce qui vous arrive à tous !» hurle-t-elle, paniquée. L'homme perd ses mots. Il réussit à hocher la tête, comme seul un homme accablé de chagrin peut le faire. La marâtre se mit à pleurer bruyamment. Le cacique se tourne vers elle et tressaille. Elle a un doigt de pierre, la même pierre que le visage de sa fille. Un éclair de colère traverse le regard du cacique. Il tremble de rage. Il saisit sa femme par le bras, l'entraîne dans la maison et lui fait avouer, sans grande douceur, son méfait. Elle finit par tout raconter, la sorcière, la jarre, une goutte de crème blanche sur le doigt, pendant qu'elle badigeonnait le visage de la fille. Le cacique appelle immédiatement le maquis du village, qui n'use de ses pouvoirs magiques que pour faire le bien. « Je ne peux rien faire contre un sort aussi puissant, avoue l'homme. Voici le reste de la crème que ma femme a utilisée. Trouve un antidote. » Le maquis emporte la jarre en pierre et va trouver la vieille sorcière. Il lui demande le moyen de libérer la fille du cacique de son visage de pierre. « Impossible, » répond-elle. « Cette crème a été fabriquée à partir des os d'un jeune homme mort qui ont été dispersés aux 4 vents. Pour guérir la jeune fille, il faudra retrouver tous les os du squelette. » Le maquis rentre au village et transmet au cacique et à sa fille les paroles de la vieille. Fini la noce, le mariage est terminé avant d'avoir commencé. Le fiancé et les invités sont tous repartis. Le cacique a condamné sa femme à mort et ne lui adresse plus une seule parole. La jeune fille décide de partir loin du village. Son père en a le cœur brisé. « Je n'ai plus de femme et si tu t'en vas, je n'aurai plus d'enfants. » Elle répond avec douceur. « Père très cher, je ne veux pas te quitter, mais tu as bien vu que mon visage terrifie les villageois. Si je reste, je te gâcherai la vie. Je vivrai dans la forêt et dans la montagne où nul ne me verra. Les oiseaux et les bêtes ne me fuiront pas. » Sur ces mots, qu'elle s'en va. Ainsi commence sa vie de vagabonde dans la forêt où elle se nourrit de fruits sauvages, de baies et de racines. Elle apprécie la compagnie des bêtes qui ne la craignent pas. Elle leur parle et les considère comme ses seuls amis. Un jour, elle arrive au bord d'une rivière. Elle se baisse pour boire et voit, à la surface de l'eau, une fourmi ailée qui lutte contre le courant. La jeune fille lui tend un brin d'herbe et la sauve de la noyade. La fourmi ouvre grand ses ailes pour les faire sécher, puis elle prend son envol. Elle tourne autour de la tête de la jeune fille en répétant « Creuse sous tes pieds,
creuse sous tes pieds. Puis elle disparaît. La jeune fille se met à creuser le sol. Elle découvre des os blancs et brillants qu'elle met dans son sac. Quelques jours plus tard, elle longe un ruisseau quand elle aperçoit un crapaud sur le point de se faire avaler par un serpent. Elle frappe le sol de ses pieds et réussit à mettre en fuite le reptile. Le crapaud bondit devant elle en répétant « Creuse sous tes pieds, creuse sous tes pieds » avant de disparaître dans les herbes hautes. Elle creuse énergiquement la terre et finit par découvrir d'autres os semblables à ceux qu'elle porte. Elle les ramasse, les met dans son sac et reprend son errance. Elle marche encore pendant des heures jusqu'à arriver devant un immense lac. Au bord du lac, un jeune cerf gît sur la rive. Des flèches acérées sont plantées dans son flanc et il saigne abondamment. La jeune fille en a les larmes aux yeux. Elle s'approche de lui, retire avec une grande précaution chaque flèche, lave les plaies avec ses larmes et les soigne pendant de longues heures. Le cerf reprend des forces et réussit à se tenir, tout tremblant, sur ses pattes. Quand il se sent de nouveau vigoureux, il la regarde fixement et lui dit « Creuse sous tes pieds, creuse sous tes pieds ». Puis, il regagne la forêt profonde. Elle se met, une fois de plus, à creuser le sol. Des os blancs apparaissent dans le trou. « Encore des os ?» se dit-elle. « Y en a-t-il suffisamment maintenant ?» Elle vide son sac et étale tous les os qu'elle a trouvés. Elle les assemble par terre et réussit à former un squelette entier auquel il ne manque que la tête. « Je réussirai peut-être un jour à trouver le crâne, songe-t-elle. Cette idée lui donne le courage de reprendre son périple. Et la voilà repartie. Elle marche des jours et des jours et finit par atteindre les flancs de la montagne. Au bord du chemin, un puma se débat et agite frénétiquement la queue en gémissant de douleur. Il a une patte très enflée. Elle se met à lui parler pour l'apaiser tout en s'approchant de lui. Le puma se laisse faire quand elle saisit avec douceur sa patte malade. Elle regarde de près et voit une épine venimeuse profondément enfoncée dans la chair meurtrie. L'épine est si grosse et si bien plantée qu'elle doit se baisser et la retirer avec ses dents. Le poison s'écoule de la plaie et la patte reprend aussitôt sa forme initiale. Le puma parvient petit à petit à marcher sur sa patte blessée. Il s'approche, reconnaissant, du visage de la jeune fille et se met à le lécher avec entrain. Elle est heureuse, enfin un être vivant qui n'a pas peur de son visage de pierre. Le puma emmène la fille du cacique dans son antre, lui offre de l'eau fraîche dans un crâne qu'il porte entre ses mâchoires. Elle boit goulûment en se demandant si le crâne est celui qui viendra compléter le squelette. Elle vide son sac par terre, assemble les os et le crâne qui convient parfaitement. Quand elle a entièrement reconstitué le squelette, elle ramasse une épine et se pique un doigt. Une goutte de sang s'écrase sur un os. Le squelette frémit et prend immédiatement vie. En un instant,
Un jeune homme souriant se tient debout devant elle et la regarde avec des yeux reconnaissants. Les deux jeunes gens s'embrassent fougueusement. Quand ils s'écartent l'un de l'autre, il dit « Tu m'as sauvé du mauvais sort, tu as la peau si douce ». Elle comprend qu'elle a retrouvé son vrai visage, elle sourit radieuse. Plus rien ne les empêche de rentrer au village dans la vallée, mais la jeune fille a pris goût à la vie sauvage et à la liberté. Elle garde le souvenir cuisant de la manière dont elle a été traitée là-bas. Le jeune homme n'a qu'un seul désir, vivre auprès d'elle. Ils s'installent donc dans la montagne, menant la vie qui leur plaît, en compagnie du fidèle Puma. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.